pour sa blonde soit là. Police de Castonguay, Sébastien Marcouillet affirme lui aussi s'être retrouvé sur les lieux du crime. Cependant, les deux suspects se renvoient la balle à savoir qui a frappé la victime. Restez là, salut, bonjour, c'est continue. Enfin, une mini... La marchandise dans les poids lourds bloqués aux deux extrémités de la ville. La Sûreté du Québec est toujours sur place avec beaucoup d'effectifs, mais comme les camionneurs sont immobilisés sur une base volontaire, bien les policiers ne peuvent pas intervenir. Desjardins n'a jamais été autant en mouvement. La Fédération a annoncé une importante restructuration dans la région. Environ 75 emplois sont perdus. Cependant, les changements sont davantage au niveau de la structure administrative. Pour les usagers, il n'y aura pas de changement palpable, si ce n'est un encouragement à utiliser les services électroniques. Enfin, au procès pour le meurtre de Lucie Gignac, le jury a attendu la version policier du complice de Castonguay. Sébastien Marcouillet affirme lui aussi s'être retrouvé sur les lieux du crime. Pendant les deux suspects se renvoient la balle à savoir qui a frappé la victime. Restez là. Salut, bonjour, c'est continue. Ont décidé de prendre les choses en main, comme l'explique Caroline Brochu. Après 3 jours de blocus, les choses commencent à bouger à la suite, mais tranquillement. Jusqu'ici, très peu de camionneurs ont manifesté leur intérêt de partir. C'est que la plupart d'entre eux craignent les représailles de leurs confrères. Il y a du mécontentement chez les manifestants, ceux qui veulent appuyer le mouvement. C'est comprenable. Écoutez, il y a un mouvement de masse quand même. On peut quasiment pas quitter. Pourquoi? Il faut les soutenir. Il faut faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je ne peux pas prendre la chance de faire les arrêts non plus. C'est boré ailleurs. Et comme la plupart des livreurs ont décidé de faire faux bond aux commerçants, ces derniers ont pris la situation en main. Les commerçants ont commencé à s'organiser du transport en parallèle. Nos épiciers sont pas bêtes. Ils ne se laisseront pas couler à pic. On a pris des bouchées pour se déplacer, aller à l'extérieur, chercher de la viande. Quand on va à l'extérieur, c'est à 1 heure de route environ. Au moins, c'est ça. Shawinigan, c'est 1 heure aller, 1 heure retour. Certains camionneurs ont toutefois osé se rendre à destination. Si j'aurais perdu ma semaine, là, je vais perdre jusqu'à 12 000 dans ma semaine. Parce que les gâteaux m'appartiennent, je suis un distributeur indépendant. Fait que j'aurais jamais récupéré ça. Là. La soixantaine d'agents escortent un à un les camionneurs qui veulent traverser la ville. Les policiers ne peuvent faire plus pour l'instant. Et comme ce sont des terrains privés que la manifestation est légale, nous, on n'a pas l'intention d'aller forcer les gens de quitter ces endroits-là, étant donné que ça se fait de façon conforme. Mais la provinciale devra se pencher sur le problème, parce que le problème, c'est de faire grandir la province. Puis ça, c'est des populations qui vont payer. Et face à cette manifestation qui s'éternise, les Latuquois partagent la même pensée. Est-ce que vous avez hâte que ça se termine? Je connais personne qui a pas hâte que ça se termine, madame. Caroline Brochu, à Latuc. Et ces manifestations de camionneurs dépassent maintenant les frontières de la TUC. Réunis aujourd'hui, les représentants régionaux de la CSN ont décidé d'appuyer concrètement les camionneurs de la CSD. Et ils se rendront, et c'est d'ailleurs déjà commencé, à Sainte-Marthe-du-Cap, Louisville, Saint-Boniface et Sainte-Eulalie notamment. Les camionneurs de la CSN qui auraient l'intention d'occuper les haltes routières et certaines bordures de route pour ralentir, quoi qu'il en soit, le trafic. Une nouvelle poursuite s'est déroulée hier soir à Trois-Rivières-Ouest. Des policiers qui ont pris en chasse un véhicule volé il y a une dizaine de jours à Trois-Rivières. Le voleur, qui n'a pas encore été identifié, a réussi à échapper aux policiers. Ce sont les policiers trifluviens qui ont retrouvé sa trace quelques minutes plus tard. La Buick Park Avenue était stationnée sur la rue Bureau à Trois-Rivières. Le conducteur, lui, s'est enfui à pied. Une collision sur le pont du Plessis entre deux voitures a fait 2 blessés peu avant midi. Les blessures ne sont pas graves. Toutefois, la circulation, elle, a été perturbée pendant de longues minutes sur les rues Saint-Maurice et Deschenaux à Trois-Rivières. Il y a eu opération anti-prostitution encore une fois dans le quartier Sainte-Cécile au cours de la dernière nuit. Ça a été mené bien sûr par les policiers trifluviens. Par le biais d'agents doubles, on a réussi cette fois à épingler 5 présumés clients, des clients qui comparaîtront au cours des prochains jours au palais de justice de Trois-Rivières. Et maintenant, pour la première fois dans le cadre du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, eh bien, on a donné la parole aujourd'hui à des personnes qui sont en processus d'alphabétisation. C'est ainsi que Concept, l'organisme que vous connaissez bien, a organisé diverses activités le midi cette semaine. Voici le reportage de Pierre Catelier. Je veux combler ton bonheur avec toute mon ardeur. Tout au long des jours, j'apprends à t'aimer profondément et à te respecter sincèrement. Merci, j'étais Michel.
l'instar de d'autres personnes en processus d'alphabétisation, Daniel Germain a présenté le fruit de son expérience d'écriture poétique. Bon, on a appris à décortiquer des phrases, les mettre plus courtes, puis ça fasse un poème. C'est le premier qui me fait un poème. Dans tous les garçons que je suis sortie, c'est le premier qui me... Oui. Des gens analphabètes qui ont travaillé avec Gaston Bellemare, le président du festival, qui ont travaillé avec lui comment faire de la poésie, comment faire des poèmes. Et ça donne un résultat qui est extraordinaire. Vous savez que Trois-Rivières, pour moi, c'est un peu comme la Suède. On a le même climat. Ils ont lu leurs poèmes devant justement des poètes étrangers qui participent au Festival de Trois-Rivières. Ici, tout est très ouvert. On parle de ça ouvertement. Chez nous, je suppose qu'il y en a pas mal qui ne savent pas lire aussi, mais on n'en parle pas. Tes yeux amants, ta bouche est de miel, une fine gastronomie. Merci. On dit ce qui nous vient dans la tête, qu'est-ce qu'on aime. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Mon ami de cœur. L'organisme Concept profite aussi de ce festival pour lancer une pétition visant à donner le nom de Pauline Julien à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Pierre Quetelier, à Trois-Rivières. À Trois-Rivières-Ouest, les membres du conseil municipal ainsi que les directeurs de services sont en réunion pour 2 jours. Le but de ces discussions, c'est l'élimination de la dette. On peut rappeler que le maire Yves Lévesque veut convaincre ses collègues d'adopter un plan qui permettrait d'éliminer d'ici 5 ans ou 6 ans la dette de la ville, qui est de l'ordre de 17 millions de dollars. Sans augmenter les taxes, le maire Lévesque propose de revoir la gestion de l'ensemble des services. Et décidément, la Cité de l'Énergie aura connu un automne mouvementé. Les dirigeants ont décidé de fermer le 17 plutôt que le 31 octobre prochain, c'est-à-dire 2 semaines plus tôt que prévu. Comme l'ascenseur de la tour ne sera pas réparé avant 3 semaines, on a préféré fermer le site. L'achalandage a beaucoup diminué depuis ce bris, ce qui oblige les visiteurs à se rendre à la tour par le biais des escaliers. En fin de semaine dernière, c'était le week-end mondial des stomisés. On en compte quelques 3 300 000 dans la planète. Il y en a également plusieurs dans la région ici. Ainsi, l'Association des stomisés de la Mauricie avait planifié une activité tout à fait spéciale dans le but de briser les tabous. Le quotidien de ces personnes dans le hall d'entrée du pavillon Saint-Joseph n'est pas comme celui de monsieur et madame tout-le-monde. Ces personnes sont stomisées. Suite à une maladie du côlon ou de l'intestin, ils portent donc ce qu'on appelle un appareil collecteur pour évacuer leur sel. Ça a été difficile? La première année, oui. Pourquoi? Parce que c'est de l'inconnu, tu sais. On ne sait pas pantoute à quoi qu'on s'attend. Elle peut à peine à la regarder parce que moi, puis elle disait tu l'aimes, puis elle a placé, puis elle a nettoyé. Puis... Mais maintenant, c'est pareil comme si je devais mon bras ou que je ferais quoi que ce soit. Le sac est changé à toutes les semaines. Pour les stomisés, en plus de devoir accepter psychologiquement cet état d'être, ils doivent également apprivoiser ce bout de plastique collé sur leur abdomen, qui est loin d'être facile. C'est toujours à apprivoiser dans un sens, parce qu'on peut toujours avoir ce qu'on appelle des accidents. C'est-à-dire si l'appareil peut se décoller et nous donner quelques surprises, mais on apprend à vivre avec. Son petit sac, il y en a des très petits. Tu peux te mettre une petite dentelle noire. Il y a tellement de choses là, que tu peux arriver à être coquette quand même. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent peut-être côtoyer des gens qui sont stomisés et qui ne le savent même pas non plus. J'ai relevé ce petit défi-là que ça paraisse pas et que personne ne le sache. Je suis restée positive. Puis dans ma tête, j'ai été guérie. En Mauricie, on compte plus de 500 stomisés. En distribuant des dépliants, ils ont voulu montrer qu'ils existent et qu'il n'y avait rien de honteux à porter un appareil collecteur. Il faut apprendre à composer avec ça pour montrer qu'on peut continuer à vivre. Qu'au fond, la vie nous est sauvée par ça. Caroline Brochu, à Trois-Rivières. Vous le savez autant que nous, les premières neiges, celles qui vont rester en fait, ne sont pas tellement loin. C'est ainsi qu'à cette période-ci de l'année, on se prépare pour la saison de ski. Et oui, déjà. Et il y a de multiples ski-bazars dans la région, c'est-à-dire des ventes d'équipements usagés. Richard Lheureux, lui, est allé passer la journée à Vallée-du-Parc. Aujourd'hui, Richard, c'est débuté les ski-bazars. C'est débuté les ski-bazars. Il y en a 2 dans la région présentement. L'un à Vallée-du-Parc, comme on l'a dit, l'autre à Mont-Carmel. Et c'est une excellente occasion pour justement les familles qui commencent à faire du ski, ceux qui veulent renouveler de l'équipement, d'aller dans ces endroits-là. Et c'est aussi un indice, à savoir, est-ce qu'on aura une bonne saison de ski? Est-ce que les gens vont se présenter? Est-ce que le dynamisme est là au niveau de ceux qui pratiquent les sports de glisse? Eh bien, ça, c'est un indice, les ski-bazars, la quantité de matériel et les gens qui les fréquentent. D'ailleurs, on écoute Michel Lafrenière de Vallée-du-Parc à ce sujet.
Oui, c'est vraiment un indice pour le début de saison. S'il y a beaucoup de gens qui viennent acheter ou beaucoup de gens qui viennent porter leur équipement pour changer d'équipement, c'est bon signe pour le ski et le snowboard en général. Et cette année, on connaît à peu près le même nombre d'équipements depuis les 3 ou 4 dernières années. Et on a quand même beaucoup d'équipements. Et je pense que ça augure bien pour la saison 99-2000. Est-ce qu'il y a vraiment, Richard, de bons rabais à faire lors de ces ski bazars? Évidemment qu'il y a d'excellents rabais à faire. On peut avoir une paire de skis avec fixation pour 10 $. On peut avoir des bottes pour 15 $ pour des jeunes, je parle. Mais on peut aussi avoir de l'excellent matériel usagé, c'est-à-dire du haut de gamme qui a servi une saison et que des moniteurs peuvent se débarrasser. Alors, c'est ça que les gens surveillent. Ce matin, à 10 h, à l'ouverture de Vallée du Parc, qu'est-ce qui était le produit le plus recherché? Les petits skis pour les jeunes. Il y avait des parents à la porte à 10 h, ça s'est rué sur les petits skis. Malheureusement, il en reste beaucoup moins à l'heure actuelle. Ça, c'est une denrée rare, très rare, les petits skis, les petits équipements. Mais il en reste encore beaucoup pour ceux qui veulent renouveler ou tout simplement tenter leur chance de ce côté-là cet hiver. Et c'est vraiment agréable et peu dispendieux. Ça se fait dans le hockey, mais je pense qu'au niveau du ski alpin, c'est vraiment à ce moment qu'on commence à essayer nos skis, nos bottes dans le sous-sol en prévision de la saison hivernale. Ça dure encore jusqu'à quand? Eh bien, à Vallée du Parc, ça se termine en fin de semaine. Ça dure toute la fin de semaine. Et du côté de Mont-Carmel, ça dure encore durant la semaine prochaine. On peut aller porter des équipements et en échanger, en vendre là-bas. Merci beaucoup, Richard Lheureux, notre sportif de service. Au plaisir. Météo maintenant. Pour ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé mais froid avec un minimum de -4. Donc le ski ne saurait tarder. Demain, vendredi, ce sera nuageux le matin, de la pluie débutant en fin de journée avec un maximum de 8. Et un aperçu pour samedi, ciel variable, 60% des possibilités d'averse, un maximum de 15. De services de réadaptation. Bonsoir, mesdames, messieurs. La situation demeure explosive ce soir dans le camionnage. Il y a une quinzaine de blocus qui sont maintenus et le sévère avertissement de Lucien Bouchard n'a pas ébranlé la détermination des routiers. Dans certaines régions, nourriture et essence commencent à manquer au point où l'on songe à rationner. Alors en Abitibi, il y a toujours des camionneurs du parc de la Vérandrie à l'Ontario sur les routes 117 et 101. En Haute-Mauricie, à l'entrée et à la sortie de la Tuque sur la 155, la présence des poids lourds se fait sentir. Et dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 6 points de rassemblement sont observés jusque dans Charlevoix. Une vue d'ensemble de la situation avec Dominique Carpin. La tension monte en Abitibi. La cohabitation entre policiers et camionneurs commence à faire des étincelles. Le blocus érigé dimanche crée aussi des situations intenables pour les citoyens de Rouyn-Noranda. 300 emplois ont été perdus jusqu'à maintenant et les mines s'apprêtent à faire du mise à pied. On peut s'attendre que s'il n'y en a rien qui change, les produits ne rentrent pas. On peut s'attendre qu'à partir de demain matin, il pourrait y avoir les mises à pied. Pour leur part, les propriétaires de fermes laitières doivent se débarrasser de dizaines de milliers de litres de lait, faute de camions-citernes. On ne va pas travailler comme ça pendant encore une semaine de temps. Là, travailler pour un bon produit là, dans le dallo des vaches, c'est rien de bien intéressant. À la Tuque, le barrage routier commence à s'effriter. Une vingtaine de camionneurs qui se disaient retenus contre leur gré ont réussi à quitter les lieux sous escorte policière. Pendant ce temps, dans les épiceries, la pénurie anticipée a été évitée. Les commerçants ont réussi à s'approvisionner autrement. On est dans l'incertitude. Comme là, on sait au moins pour passer la fin de semaine, c'est beau, mais si ça persiste, on va venir qu'à manquer de stock. Mais pour l'instant, on n'a pas trop à se plaindre. Au moins 2 stations-service ont cependant dû fermer leurs portes. Même chose à Chicoutimi et Jonquière, où l'on se croirait en temps de guerre. Les pompes à essence sont littéralement prises d'assaut. Le carburant se fait de plus en plus rare. Est-ce que vous êtes vide? Oui. On va alors ailleurs. La population fait aussi des réserves de nourriture par peur d'en manquer. Une peur bien fondée. On avait un gros spécial cette semaine dans le jambon dans la ronde, mais là, ce matin, on dit non. Puis le bœuf, ça va être la même chose qui va se produire. Aujourd'hui, c'est jeudi. Après-midi, ça va être plus dramatique, puis demain aussi. C'est toujours un peu inquiétant, c'est sûr. Commencer par faire le plein, puis faire un peu de réservoir. De réserve. Rien pour rassurer ses citoyens, le mouvement de contestation a pris de l'ampleur dans la journée. Les 3000 camionneurs de la CSN ont décidé de joindre les rangs de leurs confrères de la CSD. Ils ne bloqueront pas de route, mais cibleront ceux qui, disent-ils, les appauvrissent.
Ça, c'est les expéditeurs, les papetières, les raffineries et les compagnies de transport. Les camionneurs indépendants avaient déjà l'artillerie lourde. Voilà qu'ils ont maintenant la force du nombre. Dominique Carpin pour le réseau TVA. Pour le premier ministre Bouchard, il n'est pas question de négocier avec des gens, et je le cite, qui affament des régions. Malgré l'appel de M. Bouchard, la centrale des syndicats démocratiques refuse de faire marche arrière. Le gouvernement admet qu'il n'a pas les moyens légaux d'intervenir. Le gouvernement dit que les manifestations ne mèneront à rien. On ne va pas discuter avec quelqu'un qui est en train d'affamer une région. Le premier ministre dit que les répercussions des moyens de pression sont démesurées et il demande à la CSD de lever son mot d'ordre. Il n'est pas acceptable dans une société qu'on fasse ce qu'on fait là présentement. Mon sens des responsabilités est avant tout vis-à-vis les routiers du Québec. Le refus est net et le gouvernement admet avoir un problème. Le fait de stationner des camions en bordure d'une route n'est pas en soi illégal. Si tous les camionneurs du Québec décidaient qu'ils font plus de transport, on aurait un gros problème économique. Il n'est pas évident qu'on aurait un moyen légal, une loi existante pour prendre des plaintes, là. Le ministre de la Sécurité publique dit que la fluidité de la circulation est assurée et il affirme que la Sûreté du Québec n'a reçu aucune plainte de menace. Et on ne m'a signalé d'ailleurs aucun incident de vandalisme sur des camions. Un autre rapport, il continue à proférer des menaces. Les camions sur escorte se font approcher, frapper, graffiner. Si, formellement, il n'y a pas eu de plainte. Il y a beaucoup de camionneurs qui décident d'eux-mêmes de se joindre au mouvement. Mais qui disent que oui, qu'ils ont peur quand même, sans qu'ils aient eu de menaces explicites à leur égard. Le gouvernement admet une certaine forme d'impuissance. Mais dans un pays libre, on ne peut pas forcer un chauffeur qui décide d'arrêter avec d'autres à continuer sa route. Pour le moment, le gouvernement s'en remet aux camions de ravitaillement escortés par des agents de la Sûreté du Québec. Bernard Plante, TVA, à Québec. Justement, d'autres effets de ce mouvement de protestation, les grandes pétrolières se disaient en fin d'après-midi forcées d'interrompre leur livraison en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la région de Latuc. Il y a aussi plusieurs usines de pâtes et papiers qui font face à de graves pénuries de matières premières. Je joins M. André Duchesne. M. Duchesne est le président de l'Association des industries forestières du Québec. Bonsoir, M. Duchesne. Bonsoir, M. Ça veut dire que vous allez quoi, être obligé de fermer des usines? Il y a des usines, effectivement, qui sont sur le bord de fermer à ce moment-ci. Il y en a d'autres qui sont encore capables d'endurer la situation pour une journée, mais définitivement, la situation est très critique. Combien d'usines sont menacées de fermeture, là? Il y en a une quinzaine là, qui sont en difficulté au plus tard dans le courant de la fin de semaine. Ça veut dire donc des milliers d'emplois qui pourraient être temporairement suspendus? Plusieurs milliers d'emplois, effectivement. Puis la difficulté, c'est que même si, dans certains cas, la situation était rétablie, disons, au cours de la fin de semaine, les usines devraient quand même fermer quelques jours la semaine prochaine parce que les pipelines d'approvisionnement sont vides et l'usine ne pourra pas fonctionner. Et ça veut dire en même temps aussi que vous avez des clients que vous ne pouvez pas approvisionner, pardon. Effectivement, la difficulté consiste aussi à faire sortir les produits des usines. Et il y a des difficultés importantes à ce niveau-là pour tout ce qui circule à l'intérieur du territoire du Québec. On a eu certaines usines ont dû s'entraider pour alimenter les clients du Québec déjà. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Ça fait plaisir. Alors, on le voit, le problème des camionneurs est important. Il est double pour eux. D'abord, en ce qui a trait au prix de l'essence, vous le savez, la régie de l'énergie va rapidement, dit-on, évaluer la situation du côté du gouvernement. L'autre, c'est la syndicalisation. Les camionneurs propriétaires demandent à Québec de modifier le code du travail. Ils ne seraient donc plus considérés comme des travailleurs autonomes, mais comme des salariés. Tous ces camionneurs propriétaires qui refusent de rouler revendiquent de meilleures conditions de travail. Le droit au salaire minimum, par exemple, à un fonds de pension, aux privilèges reliés à l'ancienneté. Bref, ils veulent être considérés comme des salariés au sens du Code du travail. La seule façon de dénouer l'impasse, c'est de permettre l'accès à la syndicalisation et d'avoir une négociation qui vient normaliser les règles du jeu dans ce secteur-là. C'est parce que ça va être stable, tout le monde va être au même taux, tout le monde se chicanera pas. Tu vas faire un voyage, tu vas faire le même taux que l'autre, tu vas pouvoir le faire. Quand ça se passe qu'il y a des accidents, la fatigue tue,
Ils en peuvent plus, ils pognent le fric, ils sont plus capables d'opérer. C'est dangereux. Une autre revendication des camionneurs concerne le prix de l'essence. On demande au gouvernement d'intervenir auprès des pétrolières car les hausses subites font très mal à certains propriétaires. Depuis le dernier 7 mois, c'est 12 cents du litre. 12 cents du litre pour un camionneur artisan, camionneur moyen, c'est 7 500 $ par année. Depuis que l'essence a augmenté, leur salaire a diminué d'environ 125 à 150 $ par semaine. Les syndicats estiment qu'il y a au Québec entre 10 et 15 000 camionneurs propriétaires. La CSD et la CSN en représentent seulement 1900 environ. Parmi les autres, certains s'opposent vigoureusement à la syndicalisation et aux actuels moyens de pression. Les manifestants, disent-ils, sont un petit groupe de marginaux. Lucie Paquin, TVA, Montréal. Ici Pierre Saint-Yves. C'est l'essence qui commence à faire défaut à la suite à cause du blocus des camionneurs. Je vous en parle dans un instant. Cet automne, ça bouge chez JM Textile. On équipe des draperies à seulement 10 $ le mètre. Et on vous offre une vaste sélection de couettes, plumes et duvets à demi-prix. En plus, nous payons les taxes sur tout pour vous. Le solde automnal de JM Textile, c'est pas bête. Regard complice à chaque jour, une amitié, un grand amour. Des petits gestes, des petites douceurs, pour oublier ces petites douleurs. De belles surprises à chaque détour. De la sagesse, un peu d'humour, de grands moments, des émotions, de la mémoire et de la passion. Family Prix, pour un monde en santé. Un petit sourire, un beau bonjour, vivre sa vie jour après jour. La la. Tendance, la capsule mode Les Rivières avec Jean Héroldi. L'automne est en marche. C'est le grand temps de rénover les sandales et espadrilles. Au moment de choisir des chaussures ou bas, il faut penser confort. On retrouve toujours les populaires chaussures lacées et bottines de manche, idéales pour les activités de plein air. Pour les hommes, plusieurs modèles de cuir huilé, mat ou glacé, dans les tons de brun et de noir, sont offerts. Autant pour elle que pour lui, la tendance est au bourron ou carré. Les talons sont larges et bas et les semelles moins épaisses. Pour les dames, l'automne nous apporte une grande nouveauté. Les chaussures et bottes en microfibre ou feutre dans les tons de gris et de noir. Il y a aussi beaucoup de tuiles et de cuir féminin, croco, marbré ou glacé. Les escarpins, les flâneurs et les ballerines se partagent le marché. Les bottes, elles, sont hautes et lumineuses. Les Rivières, une mode de vie. Cet automne, ça bouge chez JM Textile. On vous offre des dentelles à 19,99 $ le mètre et un rabais de 40 % sur les draps et couvertures Roots. En plus, nous payons les taxes sur tout pour vous. Le solde d'automne. Il a même été conduit à l'hôpital par mesure de précaution. Pour sa part, le conducteur, lui, a subi des blessures au cou et on parle également de blessures qui ne sont tout de même pas trop graves. Est-ce qu'on sait ce qui a provoqué cette collision? Bien, pour l'instant, les policiers de la Sûreté du Québec s'affairent toujours à reconstituer la scène de l'accident. Il y a tout de même une hypothèse qui est retenue d'après l'état dans lequel se trouvent les voitures. C'est le conducteur, la victime, qui aurait empiété sur la voie inverse. Que s'est-il passé exactement? Bien, c'est difficile à dire pour le moment. Je vais vous dire cependant qu'on se trouve juste en haut d'une petite butte. Peut-être le conducteur aurait-il été aveuglé. Le minibus également sortait d'une courbe. Peut-être le conducteur d'une soixantaine d'années aurait-il également été victime d'un malaise. Tout cela reste à déterminer. Donc, je vous rappelle, la scène d'incident est toujours en place. La Sûreté du Québec tente de reconstituer les faits et la route 153 est fermée pour encore sans doute plusieurs minutes. Merci beaucoup. Au revoir. Et les travaux d'asphaltage sur le pont Radisson provoquent un embouteillage monstre sur l'autoroute 40. À 17 h, donc, le trafic était complètement immobilisé jusqu'à la bretelle des Récollets. D'ailleurs, ce serait toujours ainsi. Ici, du jamais vu, les automobilistes devront s'armer de patience. Par contre, une deuxième voie direction est sera rouverte sous peu à la circulation. Ce refoulement a donc entraîné aussi des bouchons au centre-ville de Trois-Rivières et ce n'est pas fini. D'autres embouteillages sont à prévoir pour demain également, puisque les travaux d'asphaltage seront complétés. Et puis dès lundi, Transport Québec va s'attaquer à la voie ouest direction Montréal. On vous parle maintenant du blocus des camionneurs. À la suite, donc, les épiciers font preuve de débrouillardise pour se faire approvisionner et ainsi éviter les pénuries. Les camionneurs ont réussi à quitter la ville sous escorte policière. Ça n'empêche pas cependant le mouvement de protestation de conserver sa vigueur. Les tablettes de la majorité des épiceries de la TUC sont à nouveau garnies. Malgré le blocus des camionneurs indépendants
Les épiciers ont fait en sorte d'être approvisionnés. On a charrié par camion, puis on a qui est rentré un matin, comme les produits laitiers, c'est rentré un matin. Mais l'apparition de nouveaux points de blocage des camions remorques, loin au sud de la ville, laisse douter que la situation puisse s'améliorer. Les épiciers aussi sont assez débrouillards pour s'être organisés au cours des derniers jours. Le maire veut se faire rassurant, surtout que la ville attend des centaines de chasseurs durant la longue fin de semaine. Allons-y, venez-vous-en vers là-dessus, que les feuilles sont belles. Ce sont les stations-service qui sont le plus durement éprouvées. Quelques-unes ont même dû fermer à défaut d'être approvisionnées parce que les compagnies de pétrole hésitent à envoyer ici leurs camions-citernes. Quelques-uns sont déjà sur place, mais leurs conducteurs préfèrent attendre la fin du conflit avant de faire leur livraison. C'est le cas du conducteur de ce camion-citerne stationné depuis quelques jours tout près de la station-service où il doit faire sa livraison. Si je me recule là, moi, là, mais je reviens ici dans la région, ils vont dire quoi, là? Il y a toujours 180 camions immobilisés aux limites de la ville. Depuis hier, une vingtaine ont quitté les lieux sous escorte policière. À toutes les 3 ou 4 heures, on va aller rencontrer les camionneurs qui sont présents près de leur véhicule et ceux qui vont manifester l'intention de quitter vont pouvoir le faire sous sécurité policière. Mais le regain que connaît le mouvement de contestation devrait avoir pour effet de stimuler les camionneurs immobilisés depuis 4 jours. Pierre Saint-Yves, TVA, là-dessus. Et puis vers la fin de l'après-midi, les camionneurs indépendants avaient établi d'autres blocages dans la région. L'autoroute 55 est donc bloquée aux poids lourds dans les deux directions. Il y a donc des barrages à Saint-Georges-de-Champlain et Saint-Boniface. Les camionneurs sont incités à emprunter les sorties qui se trouvent à proximité et à immobiliser leurs véhicules. La circulation n'est pas perturbée pour les automobilistes. Même scénario du côté de l'autoroute 40 en direction ouest. Vers la fin de l'après-midi, une cinquantaine de camions étaient immobilisés à la sortie du boulevard des Prairies. Et puis l'Association nationale des camionneurs artisans section Mauricie, qui regroupe 500 membres, n'appuie que partiellement la démarche de leurs confrères. L'association, dont le bureau est à Saint-Tite, trouve légitime qu'ils revendiquent une baisse du prix du diesel. Par contre, ils regrettent que la CSD fasse cavalier seul et n'ait pas consulté l'Association nationale des camionneurs qui mène ses propres négociations avec Québec. Plusieurs camionneurs membres ont préféré rester chez eux plutôt que d'être coincés dans le blocus. Les nuages seront un peu plus fréquents cette nuit et ce sera froid avec un minimum de -5. L'ennuagement est attendu demain matin et la pluie en soirée. Le mercure grimpera jusqu'à 8 degrés. Toutes les prévisions dans quelques minutes. Au palais de justice de Shawinigan, Martin Castonguay est désigné par son présumé complice comme ayant frappé à coups de couteau Lucille Gignac le 31 octobre 1998. Dans la déclaration faite à la police, ce présumé complice, Sébastien Marcouillet, reconnaît avoir lui-même porté des coups. Il avait fait ses révélations 3 semaines après le crime. Aujourd'hui, il s'est ravisé et nie catégoriquement leur véracité. Sébastien Marcouillet incarnait le témoin clé de l'accusation. Dans sa version filmée, il reconnaît s'être retrouvé chez la victime dans l'espoir de lui soutirer 40 $. Il reconnaît que les choses ont mal tourné, qu'il l'a frappé avec un fer à repasser et avec un couteau de cuisine. Après 6 heures d'interrogatoire, il finit aussi par désigner nommément Martin Castonguay comme son complice, quelqu'un qu'il a connu à la discothèque et de qui il avait peur à cause d'une affaire de jalousie amoureuse. Après avoir porté les premiers coups, c'est Castonguay qui aurait pris la relève. Lui continue à varger. Il donnait des coups de couteau puis tout ça. L'avez-vous vu? Ben, je l'ai pas vu faire, mais je savais qu'il donnait des coups de couteau parce que j'entendais. C'est, elle n'était pas morte encore, la madame. C'est, elle criait, elle faisait tous les temps. Avant le crime, les deux s'étaient donné rendez-vous sur le belvédère de la 5e rue à Shawinigan-Sud. Ils ont fait le reste du chemin jusque chez la victime à pied, toujours sur la 5e rue, mais environ 2 kilomètres plus loin. Dans la boîte, après le visionnement de la bande, Sébastien Marcouillet est venu dire que tout était vrai, sauf sa présence chez Mme Gignac et sa participation au crime. C'était des mensonges. Pourquoi? Parce qu'il en avait assez de l'interrogatoire, qu'il était fatigué, qu'il voulait sortir de là, et quitte à se retrouver accusé de meurtre. Même si l'accusé a admis à la police être trouvé chez Lucille Gignac, la défense a amorcé sa preuve d'alibi. Elle a commencé par le témoignage de chauffeurs d'autobus qui connaissaient bien Castonguay, mais qui jurent ne pas l'avoir aperçu dans leur véhicule ou dans les parages de Shawinigan-Sud la journée du crime. Louis Cloutier, TVA Shawinigan. Besoin de pièces?
Boutique de la balayeuse Lisa, c'est sûr. Toutes sortes de pièces pour tous vos électroménagers. Des problèmes avec votre micro-ondes? Boutique de la balayeuse peut vous le réparer rapidement et à bon prix. Boutique de la balayeuse. Venez nous voir. Chez nous, les conseils sont gratuits. 4130 Boulevard des...